Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'assister à ce talk Covid Tracker, la data au service de tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les coulisses de Covid Tracker, je vais vous présenter l'histoire, comment j'ai créé le site internet et pourquoi il est devenu populaire. D'abord, je m'appelle Guillaume Rosier, je suis aujourd'hui consultant à Octo Technologies depuis début septembre. Je suis tout juste diplômé depuis septembre d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Nancy, une école d'ingénieurs en informatique, durant laquelle j'ai fait un cursus en data science. J'ai aussi un double diplôme avec une école de commerce qui s'appelle IMT Business School. Et si aujourd'hui je vous présente ce talk, c'est parce que je suis aussi le fondateur de Covid Tracker, un site qui permet de suivre l'épidémie. Dans une première partie, je vais vous présenter Covid Tracker. On va voir ensemble ce que c'est. Je vais aussi vous raconter l'histoire, comment est-ce que j'ai créé le site Covid Tracker, quelles ont été les principales étapes. Dans une deuxième partie, on verra les choix technologiques, quelles sont les coulisses techniques du site et son architecture. Et enfin, on verra pourquoi est-ce que Covid Tracker a été rendu populaire. Et on va prendre un peu de recul pour comprendre ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, quels ont été les bons choix technologiques. Covid Tracker est un site permettant de comprendre et de suivre l'évolution de l'épidémie en France et dans le monde. Et donc il est constitué de différents tableaux de bord qui présentent des graphiques ainsi que des statistiques pour comprendre l'évolution de l'épidémie dans chaque tranche d'âge, dans chaque département, dans chaque région française, ainsi que dans d'autres pays mondiaux. Le site propose aussi des outils annexes qui permettent de faire d'autres tâches, on verra juste après, ainsi que d'articles pour présenter les résultats d'un modèle épidémiologique. Le site propose aussi une newsletter qui est envoyée tous les lundis aux utilisateurs, ainsi qu'un bot Twitter qui publie les chiffres tous les jours. Aujourd'hui, le site a gagné en popularité. En janvier, environ 1,2 million d'utilisateurs distincts ont consulté Covid Tracker. On a eu un pic à 8 millions de pages vues en 4 jours seulement fin novembre, plus de 40 000 abonnés sur Twitter, 9 000 abonnés à la newsletter en 2 mois et plus de 150 publications médias. Voici un exemple de tableau de bord sur Covid Tracker. Donc on peut y retrouver des cartes. Par exemple ici une carte qui présente le nombre de cas de Covid dans chaque département français, ainsi que des visualisations de données, des graphiques qui permettent de comprendre quelle est la dynamique de l'épidémie, à quelle vitesse l'épidémie progresse et quelle est sa gravité. Voici un exemple d'outil. Covirisk est un outil qui permet d'évaluer le risque qu'une personne soit positive dans un événement. Ici, j'ai simulé un événement à Paris, par exemple la DocConf, de 250 personnes, et on remarque qu'il y a un risque de 71% de trouver une personne positive dans cet événement. On comprend mieux pourquoi la DocConf est réalisée à distance. Comment est né Covid Tracker? Alors en fait, c'est un projet sans ambition. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'à aucun moment je me suis projeté, à aucun moment j'ai planifié la création du site. Ça s'est fait sous la pression de la demande des utilisateurs. Tout d'abord, très rapidement, autour du 5-6 mars, soit 12 jours avant le confinement en France et 4 jours avant le confinement en Italie, j'ai voulu comprendre quelle était la situation, à quelle vitesse évoluait l'épidémie en France par rapport aux autres pays. À l'époque, on parlait très peu de l'épidémie dans les médias, on avait très peu de visualisation de données, et donc j'ai fait un premier graphique qu'on voit ici, qui présente le nombre de cas en France en bleu et en Italie en rouge. Et à ce moment-là, ça m'avait un peu choqué, car j'avais remarqué que l'évolution était explosive en France, autant explosive qu'en Italie, mais décalée de 8 jours. Donc je me suis dit, on aura une situation qui sera aussi grave en France qu'en Italie, mais retardée de une semaine à 10 jours. Ce graphique, je l'ai partagé à mes amis et à ma famille, je leur ai envoyé par message. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de le publier sur Twitter, on voit ici à l'image. Et rapidement, tout ce monde-là m'a demandé une mise à jour du graphique, le lendemain, le surlendemain, pour voir si le nouveau point bleu allait correspondre avec le point rouge de l'Italie, si on était toujours dans la même dynamique exponentielle de l'épidémie. Au bout de quelques jours, j'en ai eu un peu marre, j'ai trouvé ça pénible de retélécharger les données manuellement, de régénérer le graphique, de l'envoyer de nouveau à chacune de ces personnes. Et donc, étant donné qu'il était produit grâce à du code Python, j'ai décidé d'héberger le code Python sur GitHub et d'utiliser le README, le fichier README qui permet normalement de décrire un projet ou d'écrire un peu de documentation pour un projet. J'ai décidé d'utiliser le fichier README comme un micro-site internet, donc j'ai intégré l'image, le graphique sur le README. Ça m'a permis d'avoir un lien stable que j'ai pu envoyer à tous mes amis et à ma famille pour qu'ils puissent consulter le graphique à jour sans me le demander au préalable. Je m'attendais à ce qu'il y ait 4 ou 5 vues, c'est-à-dire mes 2 parents, un ami et moi-même. Et au bout d'une semaine, on a enregistré 20 000 vues. Donc c'était complètement inattendu à l'époque. Et puis à tel point que certains médias ont décidé de faire des articles. France 3 Lorraine, on voit l'image à droite, m'a contacté pour faire un article. Et puis ensuite, même des médias nationaux, comme par exemple le magazine Society, a décidé de faire un article, alors que je trouvais ça
finalement très artisanal et assez basique. Donc j'ai décidé d'améliorer le projet et de créer un vrai site internet. Et c'est comme ça qu'est né Covid Tracker au mois d'avril. Pour la petite anecdote, au début c'était guillaumrosier.fr parce que je me suis dit tant qu'à acheter un nom de domaine, autant que je puisse le réutiliser dans 2 semaines, 3 semaines, quand l'épidémie sera terminée, je pourrai y déposer mon CV. Et puis finalement, on connaît la suite de l'histoire. L'épidémie a continué, donc j'ai décidé d'acheter le nom de domaine covidtracker.fr qui était plus propre et plus professionnel. Au début, Covid Tracker était une initiative individuelle, une initiative solitaire. Désormais, c'est un collectif. On est plus de 10 contributeurs actifs aujourd'hui sur le projet Covid Tracker, tous bénévoles. On a aussi d'autres contributeurs ponctuels, notamment sur GitHub, qui améliorent le site, qui proposent des améliorations et des correctifs. Et on se repose aussi sur le feedback des utilisateurs, que ce soit le feedback spontané, c'est-à-dire les messages qu'on reçoit par mail ou sur Twitter par exemple, ou que ce soit un feedback généré, qu'on génère nous-mêmes via par exemple des sondages sur Twitter. Et donc en quelque sorte, chaque utilisateur est aussi un contributeur du site, car il nous permet d'améliorer le site et d'améliorer l'architecture de la plateforme. Aujourd'hui, donc j'ai dit qu'on était une dizaine de contributeurs actifs, avec des profils très divers. On a plusieurs développeurs web, comme par exemple Émeric et Michael. On a aussi un administrateur système qui s'occupe de l'hébergement du site internet, Nicolas. Mais on a aussi par exemple un étudiant en économie, Elias, qui nous apporte des idées très innovantes, ou Thomas, qui est responsable marketing et qui rédige la newsletter pour Covid Tracker tous les week-ends, ainsi que des responsables pour l'expérience utilisateur du site internet et l'interface, et un développeur mobile. Et donc je pense que cette diversité de profils enrichit vraiment l'initiative et aujourd'hui nous a permis de développer des fonctionnalités et des outils que j'aurais jamais pu créer tout seul, j'aurais jamais pu avoir l'idée de créer certains de ces outils et j'aurais jamais eu non plus les compétences. Donc je pense que cette diversité est vraiment très riche pour le projet Covid Tracker et a apporté énormément de choses. On a fondé le projet sur 3 grands principes. Le premier principe, c'est la confiance. On a envie d'avoir confiance dans les analyses qu'on fait. Initialement, j'ai commencé le projet pour moi-même comprendre l'épidémie. Ensuite, j'ai voulu partager cette compréhension de l'évolution de l'épidémie. Et donc, c'est pour ça qu'on se base uniquement sur de l'open data, c'est-à-dire sur des données qui sont publiques, officielles et libres et disponibles sur Internet. C'est important pour que nous-mêmes, nous ayons confiance dans les analyses effectuées, mais aussi pour que les utilisateurs aient confiance en Covid Tracker. Le deuxième principe, c'est l'ouverture. Le code source du site est publié sur Internet, il est open source, chacun peut le consulter, chacun peut vérifier et chacun peut aussi y contribuer en apportant des modifications. Et enfin, le troisième grand principe, c'est l'indépendance. On souhaite faire des analyses vraiment indépendantes, sans aucune influence, ni officielle, ni publique, ni privée. Et donc c'est pour ça que sur le site, il n'y a aucune pub, il n'y a pas de placement de produits, et le site est entièrement gratuit, il n'y a pas de partie privée, tout le monde peut accéder à l'ensemble du site Internet. Et ces 3 grands principes, la confiance, l'ouverture et l'indépendance, ont vraiment forgé le projet et ont eu une influence sur les choix qu'on a effectués ensuite et sur le développement du site Internet. Dans cette partie, vous avez compris comment le site a été créé, quelle est l'histoire du projet, ainsi que l'équipe, les différents contributeurs qui participent au projet. Maintenant, on va voir comment le site a été développé, quelle est son architecture et comment est-ce qu'il a évolué au cours du temps. Alors il faut savoir que lors du développement du site, on a fait face à 3 grandes contraintes. Tout projet doit faire face à des contraintes, mais celles-ci sont particulièrement fortes. La première contrainte, c'est l'urgence. Il a fallu, en quelques heures, en quelques jours, sortir un site internet. L'épidémie ne pouvait pas attendre, donc il a fallu faire très vite. La deuxième contrainte, c'est la flexibilité et la robustesse. L'épidémie évolue très vite, on a très régulièrement des nouvelles données, on a régulièrement l'actualité qui évolue. Par exemple, en ce moment, on se préoccupe beaucoup des variants, ça n'était pas le cas il y a un mois, donc il faut être très flexible, s'adapter à cette actualité, s'adapter aux nouvelles données et s'adapter à d'éventuels problèmes de qualité des données aussi. La robustesse, car ça attire beaucoup l'attention des gens, donc ça attire beaucoup de gens, il faut avoir une plateforme robuste. Et enfin, la troisième grande contrainte concerne les ressources. On a des ressources très limitées. Quand j'ai commencé le projet en mars 2020, j'étais étudiant, je faisais Covid Tracker en parallèle de mon stage ingénieur, donc j'avais quelques dizaines de minutes à consacrer au projet, donc des ressources humaines très limitées et aussi des ressources financières limitées, puisque je ne pouvais pas me permettre de dépenser quelques milliers d'euros par exemple dans une infrastructure ou dans des développeurs web pour faire grossir le projet. Donc ces 3 grosses contraintes, l'urgence,
la flexibilité, robustesse et les ressources humaines et financières très limitées ont vraiment forgé le développement du projet et expliquent un certain nombre de choix technologiques qu'on a effectués. C'était donc un défi à relever et je pense que si on a pu le relever, c'est grâce à ces 4 mots: ship fast, improve later, c'est-à-dire livre d'abord, livre rapidement et ensuite améliore, perfectionne le projet. Et je pense que c'est cette méthodologie qui explique le succès de Covid Tracker et je vais vous le montrer dans les prochaines parties. Le site est composé de 2 grandes parties. D'une part, la partie front-end, c'est-à-dire le site internet auquel l'utilisateur accède, covidtracker.fr, et d'autre part, le back-end qui concerne le traitement des données, c'est-à-dire le téléchargement des données, le traitement des données, et ensuite la génération de visualisation de données et d'autres données, on verra après. On va d'abord s'intéresser au front-end, donc à la première partie. Initialement, quand j'ai commencé le projet, je n'avais aucune compétence en développement web, je n'avais jamais eu de cours en développement web, je n'avais jamais écrit une ligne de développement web, et il a fallu ship fast, donc il a fallu livrer un produit très rapidement. Donc j'ai décidé de souscrire à un package tout fait avec WordPress, qui est une technologie qui permet de créer des sites internet, avec une base de données MySQL déjà préinstallée, et avec PHP qui permettait de faire tourner le site internet. Cette solution m'a permis de répondre à 2 des contraintes, qui sont l'urgence, car en quelques minutes, j'ai pu avoir un site internet qui tenait debout, et ça correspondait aussi à la contrainte de ressources limitées, car c'était peu onéreux et ça demandait peu de temps de développement. Par contre, le site internet produit était très peu flexible, car très dépendant de WordPress, et puis peu robuste, car la capacité, notamment de la base de données, était très limitée. Et d'ailleurs, la preuve, en mai 2020, Covid Tracker a été mis en avant sur la plateforme officielle data.gouv.fr, qui est une plateforme qui rassemble l'open data français. Et le site a littéralement explosé, c'est-à-dire que la base de données a complètement explosé. On a dû accueillir plus de 50 000 utilisateurs par heure, ce qui n'était absolument pas possible avec cette base de données. Et donc, on a dû d'abord prendre des mesures urgentes pour établir le site. On a notamment mis en cache une partie du site, ce qui a permis d'absorber une partie du flux. Et donc, ça nous a permis de répondre en partie à la deuxième contrainte, notamment sur la partie robustesse, puisqu'on a pu accueillir plus d'utilisateurs avec la nouvelle architecture. Et ensuite, on a décidé de réitérer sur cette méthodologie Ship Fast, Improve Later. Et donc, on a décidé de livrer une nouvelle version du site très rapidement pour absorber une plus grande charge et pour répondre mieux aux 3 contraintes. Et donc pour ça, on a décidé de conserver les mêmes technologies pour ne se focaliser que sur un changement pour que ça aille très vite, pour livrer très rapidement. Et donc on a décidé de changer l'hébergement, de prendre un serveur, un VPS, sur lequel on a installé nous-mêmes les différentes technologies, c'est-à-dire WordPress, MySQL et PHP. Donc on a conservé ces technologies, mais on a fait évoluer l'hébergement. En plus, on a décidé de créer un thème custom, ce qui nous a permis de gagner en flexibilité, puisque désormais le code peut être mis sur GitHub afin d'être versionné et pour permettre la collaboration avec d'autres personnes. Et ça nous a aussi permis de faire des outils plus puissants avec des technologies plus puissantes, comme les outils interactifs par exemple en JavaScript. Et enfin, on a mis en place une pipeline de déploiement continu, CI/CD, avec les GitHub Actions, qui nous permettent désormais de mettre en production une nouveauté, une nouvelle fonctionnalité sur le site en 15 ou 30 secondes, donc extrêmement rapidement. Et donc toutes ces mesures nous ont permis de livrer très rapidement une nouvelle version du site qui permettait de répondre au 3e critère, qui est le critère de flexibilité et de robustesse. Flexibilité, car on a désormais un thème custom et on peut donc développer des nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités avec d'autres technologies. Et robustesse, car désormais on maîtrise l'hébergement du site et donc on peut accueillir beaucoup plus d'utilisateurs. Mais ça, c'était sans compter la mise en avant par d'autres médias nationaux de plus large envergure, comme par exemple Quotidien à l'automne, qui accueille 2 millions de téléspectateurs. Et donc pour ça, on a décidé de réitérer sur cette méthodologie Ship Fast et Improve Later, en mettant en place un cache distribué CDN, Content Delivery Network, ce qui nous a permis d'accueillir 100 000 utilisateurs en simultané lors de la diffusion de l'émission. Et donc ça nous a permis de cocher 3 fois la 3e contrainte, qui est la contrainte de flexibilité et robustesse, puisqu'on a pu accueillir 100 000 utilisateurs en simultané. Et donc ce qui nous a permis de construire Covid Tracker et de répondre aux défis, c'est donc cette méthodologie Ship Fast, Improve Later, qui consiste à dire on livre très rapidement une nouvelle fonctionnalité, éventuellement sur un périmètre restreint, et ensuite on l'améliore.
Et pour l'améliorer, c'est vraiment crucial de prendre en compte le retour des utilisateurs, non seulement de prendre en compte ce retour des utilisateurs, mais aussi de générer le feedback. Et donc la méthodologie dit implicitement « ship fast, ask for feedback, and then improve later ». Et c'est vraiment cette méthodologie qu'on a appliquée, en prenant en compte bien sûr tous les mails et tous les messages qu'on recevait d'utilisateurs avec des remarques, avec du feedback, mais aussi en générant ce feedback. Typiquement ici, de façon très pragmatique, j'avais fait un tweet, et on le fait très régulièrement aujourd'hui, pour demander aux utilisateurs quel est le choix qu'ils feraient, qu'est-ce qu'ils préfèrent, quelles nouvelles fonctionnalités ils veulent qu'on fasse. Ça peut être des choix esthétiques aussi, quelle couleur ils préfèrent. Et ensuite, on fait un sondage sur Twitter qui permet de recueillir l'avis majoritaire des utilisateurs. On a désormais vu la première partie, la partie front-end du site internet. Maintenant, on va se concentrer sur le back-end, la partie data, c'est-à-dire le téléchargement et le traitement des données. Alors, il faut savoir que le back-end a deux types de sorties. D'abord, il permet de générer des graphiques, des visualisations de données pour comprendre l'évolution de l'épidémie. On voit un exemple ici en haut à droite avec le nombre de personnes hospitalisées pour la Covid-19. Mais le back-end permet aussi de générer d'autres données, des données qui sont transformées, qui sont nettoyées, sur lesquelles on applique des traitements et qui permettent au site internet Covid Tracker d'afficher certaines statistiques et qui nourrissent aussi les différents outils de Covid Tracker, comme par exemple Covirisk qu'on a vu précédemment. De nombreux traitements sont effectués sur les données, notamment les données sont nettoyées, elles sont aussi enrichies, c'est-à-dire qu'on utilise plusieurs bases de données de plusieurs sources différentes. On effectue des moyennes mobiles pour mettre les données dans leur contexte. Des agrégations sont effectuées, des agrégations temporelles ou géographiques. Et enfin, des calculs métiers sont aussi effectués, comme par exemple le calcul du taux de reproduction de l'épidémie ou du taux d'incidence de l'épidémie. Voici quelques exemples de traitements sur les données qui sont effectués. Ici, on a la représentation du taux de reproduction, le fameux R effectif, qui représente le nombre de malades contaminés par une personne. Et donc ça, c'est un exemple d'enrichissement des données, car le taux de reproduction est calculé à partir de deux bases de données différentes. D'une part, les cas positifs au coronavirus, et d'autre part, les admissions aux urgences, de manière à avoir une meilleure estimation. Et d'autre part, c'est un exemple de calcul métier, puisqu'il est basé sur des formules épidémiologiques derrière, pour pouvoir estimer ce taux de reproduction. Voici un autre exemple de traitement, les moyennes mobiles. Ici, on a le nombre de décès hospitaliers pour la Covid-19. Chaque point noir représente le nombre de décès pour un jour à l'hôpital. On peut voir qu'il y a des fortes variations verticales suivant les jours, tout simplement parce qu'en fin de semaine, le samedi, dimanche, il y a beaucoup moins d'employés pour saisir les données, et donc les données sont plus faibles en week-end. En début de semaine, il y a un rattrapage des données, donc elles sont beaucoup plus élevées. Il n'est donc pas judicieux d'analyser ces données brutes, il faut appliquer une moyenne mobile, c'est la ligne noire qu'on voit, qui permet de comprendre la tendance des données, de mettre dans leur contexte les données et de comprendre la véritable dynamique de l'épidémie. Pour effectuer ces traitements, j'ai d'abord créé un Jupyter Notebook au printemps dernier qui permettait donc de télécharger ces données auprès de Santé publique France par exemple, d'effectuer tous les traitements que j'ai cités précédemment et enfin d'exporter les visualisations de données, notamment le fameux graphique que j'ai présenté au début. Et ensuite, nous avons mis en production cette pipeline. Donc concrètement, un serveur permet de mettre à jour toutes les données et tous les graphiques sur Covid Tracker. Ce serveur va récupérer depuis GitHub les derniers notebooks à jour. Il va ensuite exécuter les différents scripts Python qui vont effectuer tous les traitements que j'ai cités précédemment et qui vont générer tous les graphiques et toutes les données qui vont permettre de nourrir Covid Tracker pour mettre à jour le site avec les dernières données du jour. Cette architecture est extrêmement simple, elle est très légère, mais elle a comme gros avantage d'être très flexible. Elle nous permet de nous adapter à chaque changement dans les données, à chaque évolution dans les données. Elle nous permet de mettre en production très rapidement, aussi en quelques secondes. Ici, je vous ai mis un exemple vécu il y a quelques semaines. Santé publique France a publié un dataset avec une erreur. Le nombre de cas était multiplié par 2 sur l'ensemble du dataset. Et donc, il a fallu corriger l'erreur très rapidement. Pour ça, donc, voici un exemple de Jupyter Notebook qui va télécharger les données, importer les données, générer un graphique et envoyer les données mises à jour sur le site. Et donc concrètement, il nous a suffi de rajouter une ligne pour diviser les données par 2 et donc corriger le problème qui provenait de Santé publique France. Ensuite, on a envoyé ce notebook sur GitHub et c'est tout. C'était en production puisqu'à la prochaine mise à jour des données, si on regarde du côté serveur, le serveur a récupéré les notebooks à jour depuis GitHub. Il a ensuite exécuté les fichiers et envoyé les graphiques corrigés en prenant en compte donc la correction sur Covid Tracker de manière à mettre à jour le site. Et donc cette infrastructure très légère
nous permet de répondre aussi à la méthodologie Ship Fast, Improve Later, puisque ça nous permet de développer des nouvelles visualisations ou de développer des correctifs très rapidement, de les mettre en production très rapidement, ensuite de recueillir l'avis des utilisateurs et d'améliorer toutes ces fonctionnalités en fonction du feedback des utilisateurs. Maintenant, on va prendre un peu de recul, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Covid Tracker est devenu populaire. On va voir les autres alternatives, notamment officielles. On va voir ce qui a bien marché dans Covid Tracker et ce qui a moins bien marché. Donc voici un exemple. C'est la plateforme officielle de Santé publique France qui s'appelle Géode et qui permet d'accéder aux différentes données de santé. Cette plateforme est très pratique, mais elle est aussi très technique. Elle permet d'accéder à un grand nombre de données, mais à mon sens, elle n'est pas très ergonomique. Je ne pense pas que des utilisateurs la consultent naturellement tous les soirs pour voir le niveau de l'épidémie. Une deuxième plateforme est le dashboard officiel du gouvernement qui s'est beaucoup amélioré ces derniers mois. Je le trouve très clair et très précis, mais à mon sens, il n'est pas assez centré utilisateur, c'est-à-dire qu'on a du mal à voir quelle est l'information importante sur cette page. On a plusieurs chiffres, plusieurs graphiques, plusieurs cartes, mais on ne sait pas quelle information est primordiale. L'utilisateur n'est pas guidé dans sa lecture du site. Une approche que je trouve très intéressante, c'est de dire que l'État fait la seule chose qu'il est le seul à pouvoir faire, c'est-à-dire collecter des données sensibles, des données de santé, agréger ces données, les anonymiser et ensuite les publier de façon quotidienne, de façon exhaustive sur Internet. C'est ce que fait Santé publique France notamment depuis le printemps dernier. Et ensuite, de l'autre côté, des citoyens dont je fais partie, des organismes publics ou privés, s'emparent de ces données et font des réutilisations ou des outils pertinents et innovants. Si on prend un peu de recul, je pense que Covid Tracker a gagné en popularité pour plusieurs raisons. D'abord, grâce à son expérience utilisateur qu'on a voulu simple, pédagogique et créative. Deuxièmement, grâce à la valeur ajoutée, notamment grâce aux outils qu'on propose et à l'enrichissement des données proposées sur le site. Et enfin, car Covid Tracker correspond aux besoins. Et s'il correspond aux besoins, c'est parce qu'on recueille le feedback des utilisateurs et on le prend en compte en permanence. Et notamment, on essaye de faire coller les différents outils à l'actualité. Et maintenant que le projet devient sérieux, pour la première fois, on se pose la question de l'évolution du projet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 contraintes fortes, l'urgence, les ressources limitées et la flexibilité et la robustesse. Maintenant, je pense qu'on fait face à une 4e contrainte qui est la maintenabilité du site. Et donc, je pense que ça va être notre prochain défi des prochaines semaines. C'est pour ça que depuis quelques jours, on travaille sur 2 éléments. D'une part, refactorer le back-end data pour qu'il soit plus maintenable, plus robuste, et que d'autres personnes puissent collaborer plus facilement sur GitHub. Et d'autre part, faire évoluer les technologies front-end, c'est-à-dire se débarrasser de WordPress, qui nous contraint aujourd'hui, et aller vers un site plus léger, avec des technologies plus modernes. Et donc cela va nous permettre de réitérer une fois supplémentaire sur la méthodologie Ship Fast. Donc on compte livrer très rapidement une nouvelle version sur un périmètre restreint, et ensuite Improve Later, c'est-à-dire améliorer le site en fonction des retours et vérifier que ça correspond aux besoins des utilisateurs. Je vous remercie d'avoir suivi ce talk, c'était un plaisir pour moi de le présenter et je vous retrouve dans quelques minutes pour répondre à toutes vos questions.